Mon collègue Dimitri m'a grandement simplifié la tâche puisque j'allais me pencher sur les défis auxquels sont confrontées les régions dans leur politique de développement spatial. En règle générale, quand je fais mes présentations, on me reproche de ne soulever aucun point positif, car je cherche toujours à définir des axes de développement futur. Mais merci beaucoup. Effectivement, il faut soulever ces questions, donc ces aspects positifs bien existants dans notre politique spatiale. Donc, pour ma part, je m'arrêterai sur les défis. Dmitri Borisovitch a mentionné également les défis pour ce qui est de notre politique régionale. Je n'ajouterai qu'une chose, le besoin de trouver des poches de croissance dans les régions liées justement au besoin de nouvelles technologies pour la substitution des importations pour ce qui est des technologies de pointe. Alors, parmi les défis auxquels est confrontée notre politique fédérale, aucune exigence nouvelle n'est formulée à l'égard de cette politique par ces défis. Ils ne font qu'aggraver les problèmes bien enracinés. Et je voudrais m'arrêter justement sur ces problèmes. Alors, le premier, nous en avons déjà parlé partiellement hier. Il s'agit de la poursuite des recherches de différentes approches à ce développement spatial et la nécessité d'une meilleure articulation de plus grande ampleur donc de cette politique assortie d'un renforcement de l'aspect municipal. Et pour ce qui est de la Sibérie, on voit que l'on ne s'appuie pas suffisamment sur les régions mitoyennes, disons, ce qui n'est pas très efficace. Et nous voyons, par exemple, pour ce qui est du soutien du développement technologique, le nombre d'instruments est absolument colossal, mais la portée pour ces territoires est très faible. Donc, voilà pour ce qui est de ces problèmes. Premièrement, nous assistons toujours à un déficit de données pour le choix des priorités de la politique fédérale. Nous savons tous très bien comment sont redistribués les transferts entre les budgets régionaux et municipaux, mais il ne s'agit là que de la pointe de l'iceberg. Une grande part des dépenses destinées aux régions sans passer par les budgets régionaux, eh bien, sont sous-scellés. Les informations ne sont pas diffusées et donc nous n'avons pas vraiment une bonne vision de ces dépenses. Et nous sommes très nombreux parmi les experts à ne pas avoir accès à l'aspect régional des dépenses pour tous nos monopoles infrastructurels. Donc, si nous essayons de comprendre les montants que Gazprom, RGD ou autres grandes entreprises prévoient d'investir dans les régions, bien, un grand nombre d'experts n'ont pas accès à ces informations pour ce qui est de l'activité des entreprises publiques. Ces informations sont secrètes. Alors, il y a évidemment quelques informations. Nous avons des données sur l'investissement dans le capital fixe par le biais des moyens du budget fédéral pour les programmes d'investissement fédéraux. Mais même quand on parle d'investissements fédéraux, lorsqu'il s'agit justement de capital fixe pour les grandes entreprises, eh bien, les dépenses ensuite, pour nous, sont plutôt absconses. Et donc, nous pouvons être là à parler de priorités de développement régional d'un point de vue qualitatif, mais lorsqu'on commence à parler de la redistribution des moyens financiers, eh bien là, nous sommes confrontés à un manque cruel d'informations. Pourquoi cette situation? Quels sont les avantages et les inconvénients? Il y a des avantages. D'un côté, face à cette incertitude, il faut ajouter là que alors nous savons comment
prend des décisions pour ce qui est de la redistribution, mais pardon, comment on redistribue, mais on ne sait pas comment on prend ces décisions. Donc, on nous dit souvent il faut revoir notre système de transfert pour ce qui est normal, notamment dans le cadre de la pandémie. Eh bien, il ne faut pas revoir cet aspect puisque le gouvernement décide sur la façon dont les fonds sont redistribués, dit-on en tout cas. Mais cela permet d'assurer une véritable stabilité politique, sociopolitique, puisque toutes les régions peuvent prétendre être prioritaires, donc toutes demandent le soutien fédéral et tous les programmes, toutes les stratégies sont mises en œuvre assez facilement. Alors, sans forcément être très efficace, il y a effectivement le risque de dilapidation inefficace d'argent et de mauvaises décisions. Et donc, cette absence de bonne priorité, eh bien, je vais l'illustrer sur l'exemple de la stratégie de développement spatial à l'horizon 2025. C'est le seul document fédéral à l'heure actuelle, pratiquement. Il a été adopté en février 2019. Toute tentative, qu'elle soit bonne ou pas, de définir les priorités de développement des régions ont fait que, en fait, en fin de compte, toutes les régions se sont retrouvées parmi les prioritaires. Donc, l'on a ajouté aux régions à proprement parler des régions géostratégiques, donc les régions frontalières. Vous savez que notre frontière est très longue. Et donc, on a trouvé des perspectives de croissance économique dans tous les sujets de la Fédération. Alors, c'est très bien, effectivement, on va développer l'ensemble de notre territoire, mais est-il possible d'assurer le développement de tous en même temps? Il faut tout de même fixer des priorités au sein de la politique fédérale. Et ici, je veux passer au problème suivant, c'est le manque d'articulation au grand niveau. Les questions de diminution de différenciation territoriale doivent être basées sur une compréhension claire des différences qu'on voudrait atténuer. Est-ce qu'on voudrait le faire entre des régions, entre des sujets de fédération ou entre des unités municipales? Je ne suis pas avocate du point de vue selon lequel le territoire avec le plus grand potentiel produirait le plus grand effet, qu'il ne faut pas soutenir des territoires problématiques. Mais il faut prendre en compte ces différences territoriales du développement économique. Si nous voudrions éliminer ou atténuer la différenciation entre les régions du pays, on pourrait y arriver plus vite en soutenant les unités municipales les plus perspectives dans le cadre de chaque région. Donc, c'est le niveau municipal. Si nous voudrions éliminer ou atténuer des différences au niveau de macro-régions, cela veut dire qu'on va augmenter l'échelle en traitant un niveau économique plus élevé. Voilà pourquoi je pense que nous avons besoin d'une discussion ouverte pour discuter cette politique fédérale du développement spatial à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux, pour comprendre ce qui est prioritaire pour nous en ce moment-là. Est-ce qu'on voudrait faire surpasser le retardement de l'Extrême-Orient? Est-ce qu'on veut éliminer les différences régionales? Comme les ressources ne sont pas interminables, nous ne pouvons pas nous adresser tous les problèmes en même temps. Le problème suivant que nous avons reçu est
un frein important pour plusieurs territoires. Les autorités fédérales, dans le cadre de la politique spatiale et d'autres politiques, évitent tout ce qui est moyen. Soit on essaie de soutenir les territoires les plus promettants, soit on adresse les problèmes des territoires les moins développés. Mais on laisse de côté des territoires qui possèdent un certain potentiel économique, mais qui n'est pas exploité à plein. Et la Sibérie est un des exemples de ce type. C'est d'une part un territoire qui n'est pas autant problématique comme c'était le cas de la Caucase du Nord ou l'Extrême-Orient. En même temps, la Sibérie n'est pas tellement promettante comme la Russie centrale ou Volga, Povolgie, compte tenu du réseau mondain d'urbanisation, nombre moins élevé de la population. Voilà, c'est un territoire moyen. Et je crois que compter sur ces territoires moyens en les transformant en des points de croissance serait l'approche optimale à la politique spatiale en Russie. On peut proposer d'autres exemples présentant la situation de Sibérie, mais je voudrais vous montrer juste quelques chiffres qui démontrent que le soutien à la Sibérie n'est pas suffisant. Tous les calculs sont faits pour les limites actuelles de la région de Sibérie. L'investissement privé n'est pas très élevé en Sibérie. Voilà pourquoi les autorités fédérales financent la Sibérie en tenant cela en compte. Et les deux dernières colonnes, désolé. Je vois que vous voyez pas du tout le tableau avec les colonnes. Voilà, les deux dernières colonnes montrent que la part de Sibérie dans le volume général d'investissement est plus élevé. Voilà, ça montre que la Sibérie purement n'est pas financée assez et les autorités fédérales n'investissent pas suffisamment en Sibérie. Un autre exemple, des zones spéciales économiques de production industrielle qui démontre clairement ce problème de contradiction des objectifs de la politique étatique du développement spatial à plusieurs niveaux et à plusieurs échelles, et qui montre aussi le fait que la Sibérie n'est pas assez soutenue par les autorités. Nous avons en Russie, à jour actuel, 29 zones économiques spéciales où se trouvent ces zones. Vous voyez ici la liste des territoires et il y a seulement 3 zones de ce type en Sibérie. Et elles ont été créées il n'y a pas longtemps à Krasnoyarsk, à Omsk à la fin de 2020 et à Kemerovo ces dernières semaines en fait. Voilà, vous voyez que ce type de décision ne s'applique pas vraiment à la Sibérie, de créer ce type de zone. Pour l'Extrême-Orient, on a des régimes préférentiels différents, donc ici, ce n'est pas vraiment comparable. Un autre aspect, des régions peuvent proposer de créer des zones spéciales économiques. Ce sont les autorités fédérales qui vont prendre la décision, mais la détermination, le placement, le programme du développement d'une telle zone incombe aux autorités régionales. Et nous voyons que les autorités régionales visent surtout des centres régionaux,
dans les 13 sujets de la Fédération de Russie, de telles zones sont créées dans les capitales de chaque sujet, de chaque région ou pas loin de cette ville. Seulement en 3 régions, on essaie de créer des zones économiques spéciales dans des plus petites villes aussi, et seulement 9 sujets de Fédération de Russie comptent à développer des villes qui ne sont pas centrales ou pas très développées. En ce qui concerne les différents instruments de la politique scientifique et technologique, c'est un sujet qui aujourd'hui est très actuel et en conséquence, je voulais voir comment les autorités fédérales soutiennent l'activité scientifique, non pas au niveau national, mais région par région. Si nous regardons la pratique russe, nous voyons que des instruments de soutien sont très, très divers. Il y a par exemple les cités scientifiques, une initiative qui date des années 90. Il y a des zones économiques spéciales d'introduction, d'implantation des technologies. Il y a des technoparcs. Il y a des centres d'innovation comme Skolkovo. Et il y a eu depuis 2017 des centres d'innovation scientifique et technique et en quelque sorte les centres d'éducation et de sciences peuvent rejoindre cette liste d'instruments. Les instruments sont nombreux et pas très bien coordonnés, ce qui crée un problème. Tous ces instruments, même si on parle de l'objectif général de soutien des activités scientifiques des régions, tous ces instruments sont gérés par des agences différentes. Il y en a certains qui sont sous la tutelle du ministre d'Éducation ou du ministère du Développement économique, du ministère du Développement digital et même au centre dans le même ministère, certains instruments peuvent être du champ de responsabilité des agences différentes. Le résultat est un chaos total dans le choix des territoires où on va implanter des projets du développement scientifique. Il existe une stratégie du développement spatial et nous constatons un manque de coordination des centres listés dans cette stratégie où on crée actuellement des institutions soutenues par des autorités fédérales. On a parfois des institutions qui permettent différents types d'activités qui sont créées dans des villes différentes. Parfois, une ville va recevoir plusieurs mesures de soutien, alors que d'autres centres d'innovation et de sciences ne reçoivent pas du tout de soutien des aides gouvernementales. Pour les technoparcs, il existe par exemple des avantages fiscaux qui sont différents de ceux des résidents des zones spéciales économiques. Et encore une fois, comme vous voyez ici, la couverture territoriale est toujours petite. Il y a seulement 13 villes qui possèdent des cités scientifiques, alors que le nombre des cités scientifiques dépasse 70.
Assez souvent, les centres listés dans la stratégie du développement spatial ne correspondent pas aux endroits, aux villes où des centres d'innovation scientifique ont été créés. Donc, la géographie ne correspond pas toujours, ne correspond pas toujours. Et il faut élargir la géographie, la couverture de ce champ de sciences et il faut que les autorités fédérales travaillent plus étroitement avec les autorités locales, municipales. Ici, on a des conclusions préliminaires en ce qui concerne la stratégie spatiale. Je vais passer ce diapositive parce que j'ai déjà couvert plusieurs de ces sujets et je voudrais plutôt m'attarder sur la politique fédérale en Extrême-Orient. Si la Sibérie se trouve en position moyenne et par cela elle ne reçoit pas assez de soutien, il en existe de nombreuses mesures de soutien et des aides pour l'Extrême-Orient. Il existe la même difficulté pour les investisseurs qui n'arrivent pas à comprendre quelles sont les différentes aides proposées par l'État et les différents instruments. Mais on constate un certain progrès, bien que le problème reste en place. On a commencé cette politique un peu tard, en 2014, où il y avait déjà des sanctions contre la Russie. Deuxièmement, la structure de l'aide est très complexe. Elle est très difficile de comprendre comment ça marche. Troisièmement, il n'y a pas de nouvelles directions de développement en Extrême-Orient. Normalement, les investisseurs arrivent à soutenir des filières de production industrielle et il y a très peu d'exemples des nouvelles sphères qui auraient été reçues, des investissements. L'Extrême-Orient aujourd'hui est un territoire très important avec ce tournement vers l'Est. Donc il y a une chance, mais il faut s'en servir, il faut agir pour réaliser ce potentiel. Pendant assez longtemps, j'avais cherché des données pour la géographie de fourniture des produits chinois en Russie. Ça, c'est une carte de 2016. Donc, malheureusement, avant les sanctions. Et donc, même à l'époque, la plus grande partie des marchandises était transportée par la mer pour être livrée au plus près du consommateur et les ports de la mer Baltique et la mer Noire étaient bien chargés. Quand vous voyez, une partie des marchandises étaient destinées de la Chine en Europe et après partaient vers la Russie. Mais ça semble assez logique et si on regarde des propositions commerciales sur cela, on trouve cette idée de transportation par la mer au plus près du consommateur. Ici, nous avons quelques routes et couloirs de transportation des marchandises par des routes, par des voies ferroviaires. On voit que pour la Chine, pour l'Asie, nous avons toutes ces routes qui ne constituent pas la seule voie d'importation des produits chinois. J'ai travaillé sur des données d'investissement des pays asiatiques en Russie et nous avons ici le même
problème. Les investissements visent le consommateur, les consommateurs et des régions de l'extrême-orient de la Russie qui se trouvent près de la frontière gagnent de par leur situation géographique, mais elles ne possèdent pas la même attractivité de point de vue d'investissement. Et le deuxième diapositive de ma présentation, je suis convaincue que dans les années à venir, nous aurons beaucoup de travail pour déterminer les priorités du développement spatial et malgré l'existence de cette grande stratégie, elle n'adresse pas beaucoup de questions qui sont importantes. À mon avis, il faut faire tout d'abord les choses suivantes. Il faut renforcer l'aspect scientifique et technologique de cette stratégie et adopter des stratégies du développement de la science et des nouvelles technologies dans les régions. Il faut changer l'échelle de cette stratégie, de cette politique et travailler plus au niveau municipal pour prendre en compte toutes les spécificités du développement économique dans les régions russes. Et cette nouvelle politique du développement spatial doit posséder plusieurs vecteurs. Donc, il faut bien sûr se servir du potentiel de tour vers l'Est, mais aussi du tour vers le Sud. Je pense qu'on pourrait développer les territoires près de la mer Noire. On pourrait développer encore la route maritime, la voie maritime du Nord. Et tout cela permet de développer, d'améliorer la stratégie du développement spatial adoptée par les autorités fédérales. Merci de votre attention.